transparent. Ça fait depuis 1986 que je nourris le même Bigfoot, et ce qu'il m'a enfin révélé sur la raison pour laquelle sa race craint les humains me hantera à jamais. Je m'appelle Thomas McKenna. J'ai 66 ans. Je suis garde forestier à la retraite du Gifford Pinchot National Forest, dans l'État de Washington. Après près de 4 décennies à garder ce secret, il est temps que le monde connaisse la vérité. Le 15 octobre 1986, j'avais 28 ans, j'étais un nouveau garde forestier tout juste sorti de l'Oregon State University. C'était la fin d'après-midi quand je suis arrivé pour enquêter sur des dégâts dans une vieille cabane de chasse à 6 miles du sentier principal. Une famille locale avait signalé que leur remise de stockage avait été mise en pièces. En approchant de la clairière, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. La destruction n'était pas typique des ours. J'en avais vu beaucoup pendant ma formation. Là, c'était différent. La porte de la remise n'avait pas juste été forcée à coups de griffes, elle avait été arrachée de ses gonds avec ce qui devait être une force incroyable. De grandes empreintes profondes dans la terre molle autour de la structure ont attiré mon attention immédiatement. Je me suis agenouillé pour les examiner de plus près, sortant mon mètre ruban et mon appareil photo. Les empreintes étaient énormes, au moins 17 pouces de long et 7 pouces de large, à leur partie la plus large. Elles étaient vaguement humanoïdes, avec 5 empreintes, de doigts distinctes, mais beaucoup trop grandes pour être humaines. La profondeur des empreintes suggérait quelque chose d'incroyablement lourd, pesant probablement entre 600 et 800 livres selon mes estimations. Mon cœur a commencé à s'emballer. Dans toute ma formation, dans tous les manuels sur la faune que j'avais étudiés, rien ne correspondait exactement à ce que je voyais. J'ai passé l'heure suivante à tout documenter, prenant des photographies, faisant des moulages en plâtre, mesurant la longueur de foulée de 6 pieds. Mais la forêt était devenue anormalement silencieuse, pas de chants d'oiseaux, pas de bruissement d'animaux, juste un silence lugubre. Ma main a glissé vers la bombe anti-ours sur ma hanche. C'est là que je l'ai entendu. Un son comme je n'en avais jamais entendu auparavant. Une vocalisation basse et gutturale qui semblait résonner à travers les arbres eux-mêmes. Pas tout à fait un grognement, pas tout à fait un hurlement, mais quelque chose entre les deux, quelque chose qui parlait d'intelligence et de conscience. Ça venait de plus loin dans la forêt, peut-être à une centaine de mètres. Chaque instinct me disait de fuir, mais ma formation a pris le dessus. Je me suis lentement reculé vers mon camion, garé sur le chemin de terre à environ 50 yards de la cabane. Mes yeux scrutaient la lisière des arbres, cherchant tout signe de mouvement. Puis je l'ai vu. Entre 2 cèdres massifs, partiellement dissimulés par l'ombre et le sous-bois, se tenait une silhouette. Au début, mon cerveau a essayé de rationaliser cela comme une personne en manteau sombre, peut-être un autre randonneur. Mais alors que mes yeux s'adaptaient et que la silhouette bougeait légèrement, cette rationalisation s'est complètement effondrée. C'était massif, facilement 8 pieds de haut, peut-être plus, couvert d'une fourrure brun foncé qui semblait absorber la lumière déclinante, des épaules larges qui feraient passer un joueur de la NFL pour petit. Et ça me regardait. Je me suis figé. Tous les protocoles de sécurité faunistique que j'avais jamais appris semblaient soudainement inadéquats. Ça n'était dans aucun manuel. Ça n'était pas censé exister. La créature n'a pas bougé de manière agressive. Elle s'est contentée de rester là, partiellement cachée, m'observant avec ce que je ne peux que décrire comme de la curiosité. Je pouvais distinguer un visage, bien que pas clairement dans l'ombre. Des yeux sombres qui reflétaient un éclat de la lumière du jour restante. Le temps a semblé s'arrêter.
Je ne pouvais pas dire si nous sommes restés là à nous regarder pendant 30 secondes ou 3 minutes. La créature a fait un autre son, plus doux cette fois, presque interrogateur, puis, avec un mouvement si rapide et fluide qu'il semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand, elle s'est retournée et a disparu dans la forêt. Je ne me souviens pas être monté dans mon camion. La première chose dont je me suis clairement rappelé, c'est d'être assis au volant, mes mains tremblant si fort que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact. Quand je suis retourné à la station des gardes forestiers juste après le coucher du soleil, mon superviseur Bill a jeté un coup d'œil à mon visage pâle et m'a immédiatement versé une tasse de café. Je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais vraiment vu. Bill aurait pensé que j'avais perdu la tête, que je ne supportais pas l'isolement du travail. J'ai donc menti et dit que j'avais eu une rencontre dangereuse avec ce qui aurait pu être un ours. Mais j'ai tout documenté en privé, les mesures, les photographies, les moulages en plâtre. Et pendant des semaines, je n'ai pas arrêté de penser à cette rencontre, l'intelligence dans ses yeux, la façon délibérée dont il m'avait observé sans attaquer, la qualité presque humaine de sa curiosité. J'ai commencé à retourner dans cette zone chaque fois que mon parcours de patrouille le permettait. J'ai commencé à laisser des offrandes, des pommes d'abord, puis de la viande séchée, des noix, des baies. Je les plaçais sur un affleurement de granit plat près d'un ruisseau, toujours au même endroit pendant les premières semaines, rien ne s'est passé. Puis un matin, fin octobre, je suis arrivé pour trouver la nourriture disparue. Pas d'emballage laissé derrière, pas de restes éparpillés, juste disparu, pris proprement. Cela a continué pendant l'hiver. Je laissais de la nourriture, elle disparaissait. Je n'ai jamais vu qui la prenait, mais je le savais. Puis un soir, fin novembre, alors que le brouillard s'épaississait dans la vallée, je suis arrivé à l'affleurement de granit pour le trouver qui m'attendait. La même créature qu'en octobre, assise par terre, près de l'endroit où je laissais toujours mes offrandes. Il n'a pas fui quand il m'a entendu approcher. Il m'a simplement regardé avec ses yeux sombres et intelligents. Je me suis arrêté à environ 20 pieds, mon cœur martelant dans ma poitrine. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Puis, lentement, délibérément, j'ai sorti des pommes fraîches de mon sac à dos et les ai placées sur le rocher. Je me suis reculé prudemment, mes mouvements mesurés et non menaçants. Il a regardé chacun de mes gestes. Quand j'ai été assez loin, il s'est penché avec une main massive et a pris une pomme. Il l'a examinée brièvement, puis l'a mangée méthodiquement, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand les pommes ont été mangées, il a fait un son doux, presque comme un grognement de satisfaction, puis il s'est levé et a marché calmement dans la forêt. Ce fut le début. Au cours des mois et des années suivantes, nos rencontres sont devenues régulières. J'ai appris ses habitudes, quand il était le plus susceptible d'apparaître, quel secteur il préférait. J'ai aussi appris ses préférences. Il aimait le mieux les pommes, en particulier les variétés Honeycrisp et Fuji, mais acceptait aussi le jerky de venaison, les noix et occasionnellement le miel, qu'il considérait comme une délicatesse. Je l'ai nommé Jack, bien que je sois certain qu'il n'avait aucune notion des noms humains. Il était massif, probablement 9 pieds de haut, lorsqu'il se tenait droit, avec une épaisse fourrure brun foncé qui blanchissait aux tempes au fil des ans. Ses mains étaient énormes, facilement 2 fois la taille des miennes, capables d'une force incroyable. Pourtant, il manipulait la nourriture avec une délicatesse surprenante. Nous avons développé une sorte de langage au fil de ces années. Gestes, sons, langage corporel. Il m'a appris ce qui signifiait sûr, ce qui signifiait danger, ce qui signifiait gratitude. Un grondement bas particulier signifiait qu'il était détendu. Un son plus aigu signifiait que je devais partir. Une touche à un tronc d'arbre, douce et délibérée, signifiait que cet endroit,
était important, une sorte de marqueur ou de souvenir. J'ai appris à lire ses humeurs, ses besoins, ses limites. Au printemps 1994, 8 ans après notre première rencontre, Jack a fait quelque chose d'inattendu. Il a amené sa famille. Je suis arrivé à notre lieu de rendez-vous habituel pour trouver non seulement Jack, mais 2 autres. Une femelle, légèrement plus petite que lui, peut-être 8 pieds de haut, avec une fourrure brun plus claire, et un juvénile, peut-être 4 pieds de haut, avec une fourrure plus foncée et des yeux énormes pleins de curiosité. J'ai immédiatement compris ce que Jack me montrait, la confiance la plus profonde. Il me présentait les êtres les plus importants de sa vie, révélant une vulnérabilité qui pouvait tout leur coûter si je la trahissais. La femelle est restée en retrait au début, me regardant avec méfiance, se positionnant protectrice près du jeune. Mais le juvénile était curieux, regardant par-dessus sa mère pour me fixer avec ce que je ne peux décrire que comme de l'émerveillement. J'ai apporté de la nourriture supplémentaire ce jour-là et tous les jours suivants. J'ai commencé à apporter de la variété, du saumon frais quand j'en avais, du maïs sucré en été, des courges d'hiver. Ils ont tout accepté. La femelle, à qui je pensais comme Sarah bien que je n'ai jamais prononcé le nom à voix haute, s'est progressivement réchauffée à moi au fil du temps. Le jeune, plein d'énergie et de jeu, me rappelait de manière déchirante un enfant humain. Au cours des années suivantes, j'ai vu ce jeune grandir. J'ai vu l'unité familiale fonctionner avec une sophistication qui a brisé toutes mes hypothèses sur le comportement animal. Il communiquait par des vocalisations douces, par des touches, par des expressions étrangement humaines. Sarah avait une cicatrice sur l'épaule gauche, ancienne et guérie. Les mains de Jack portèrent des marques de blessures passées. Ils avaient des histoires, des expériences, des pertes. Je les ai protégés de la seule manière que je savais faire. J'ai discrètement découragé les randonneurs de certaines zones, invoquant l'activité des ours ou un terrain instable. J'ai redirigé les parties de chasse. J'ai déposé des rapports vagues qui tenaient les gens éloignés de leur territoire. En retour, ils m'ont fait confiance avec leurs secrets, leur existence, leur vie. Mais cette confiance a été sévèrement mise à l'épreuve en mars 2003. Je suis arrivé à notre lieu de rendez-vous par un matin froid pour trouver Jack qui m'attendait, mais pas dans son calme habituel. Il était agité, sa posture tendue, ses yeux scrutant constamment la forêt. Il a fait des sons urgents que je n'avais jamais entendus auparavant, une sorte de gloussement distressé qui m'a fait hérisser les poils. Puis il m'a fait signe de le suivre, ce qu'il n'avait fait qu'une poignée de fois auparavant. Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans les bois que je ne l'avais jamais fait avec lui, à travers un terrain que je connaissais à peine. Après environ 20 minutes de marche difficile, nous avons atteint un petit bosquet de cèdres anciens. Et là, à l'abri de ces arbres anciens, je l'ai trouvé. Sarah était allongée sur le côté, sur un lit de fougères, respirant faiblement, les yeux mi-clos. Du sang avait maté la fourrure de son flanc gauche, sombre et humide. Le juvénile, maintenant presque adulte, était agenouillé à côté de sa mère, tremblant, faisant de doux sons de détresse. Mon estomac s'est effondré comme une pierre, quelqu'un lui avait tiré dessus. Jack me regardait, ses yeux remplis de quelque chose que je ne peux que décrire comme de la supplication. Il savait que j'étais différent des autres humains. Il savait que je les avais aidés auparavant. Maintenant, il me demandait, me suppliait de l'aider à nouveau. Je me suis agenouillé à côté de Sarah, mes mains tremblant. La blessure était grave. Le point d'entrée était petit, probablement une balle de fusil, et il n'y avait pas de sortie. La balle était toujours à l'intérieur d'elle. J'ai levé les yeux vers Jack et je lui ai dit que je reviendrais avec des provisions. Je ne sais pas s'il a compris mes mots, mais il a compris mon intention. J'ai couru à travers la forêt, mes poumons brûlants, les branches me fouettant le visage. J'ai conduit imprudemment jusqu'à ma cabane, mon esprit s'emballant. Je ne pouvais pas appeler à l'aide.
Amener un médecin était impossible. Le signaler les exposerait aux autorités, aux curieux, à ceux qui les exploiteraient. J'étais leur seule option. J'ai pris tout ce que j'avais. De la gaz médicale, de la pommade antibiotique, de l'iode, des antidouleurs que j'ai broyées en poudre, de l'eau en bouteille. Mais en me retournant pour partir, je me suis figé. Ma fenêtre de cabane, celle qui donnait sur la lisière des arbres, était ouverte. Je ne la laissais jamais ouverte. Et sur le comptoir se trouvait une feuille de papier à bloc-notes avec une écriture qui n'était pas la mienne. Des traits gras et lourds comme quelqu'un peu habitué à écrire. Il était simplement écrit « N'y retourne pas ». Mon sang s'est glacé. Quelqu'un était passé par là, quelqu'un qui savait, mais je ne pouvais pas laisser cela m'arrêter. J'ai attrapé mes fournitures et je suis retourné dans la forêt. Quand j'ai atteint le bosquet, Sarah avait l'air pire. Sa respiration était plus laborieuse, ses yeux à peine concentrés. J'ai travaillé aussi soigneusement que possible. J'ai nettoyé la plaie avec de l'eau et de l'iode. Je l'ai remplie de pommade antibiotique et de gaz. La balle était logée profondément et je savais que l'enlever avec mes outils limités pourrait causer plus de dégâts, pourrait la tuer plus rapidement par perte de sang ou choc. Alors je l'ai laissée, me concentrant sur la prévention de l'infection et l'arrêt du saignement externe. Cela a pris plus d'1 heure. Sarah a grimacé et gémi mais ne m'a pas combattu. Jack veillait sur nous, ses yeux scrutant constamment la forêt. Quand j'ai enfin terminé, la respiration de Sarah s'était légèrement stabilisée. Le saignement avait ralenti. Ce n'était pas une guérison, mais c'était une chance. Jack a fait un son doux, un que j'avais appris, signifiait gratitude. Le juvénile a doucement pressé son front contre celui de Sarah, un geste de réconfort et de connexion. Ils se sont blottis ensemble, respirant à l'unisson, une famille unie par l'amour et la survie. J'étais sur le point de leur dire que je reviendrais le lendemain quand je l'ai entendu. Un craquement de branches, net et délibéré. Puis des voix humaines, parlant bas et avec détermination. 3 hommes ont émergé du brouillard comme des fantômes. Ils portèrent du camouflage, portèrent des fusils, se déplaçaient avec la confiance de chasseurs expérimentés et ils se dirigeaient droit vers nous. Jack s'est immédiatement dressé de toute sa hauteur. Il s'est positionné entre les chasseurs et sa famille, un mur vivant de muscles et de détermination. Mon cœur battait contre mes côtes. Ces hommes n'étaient pas tombés sur nous par hasard. Ils traquaient Sarah, suivant la piste de sang. Les chasseurs se sont arrêtés quand ils nous ont vus, la surprise se lisant sur leur visage, puis la reconnaissance. Le plus grand a plissé les yeux vers moi. « McKenna » dit-il, sa voix dure, « qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai levé lentement les mains, mon esprit s'emballant. « Vous devez partir, tout de suite. » L'expression de l'homme est passée de la surprise à la compréhension, puis à quelque chose de plus sombre. « C'est vous qui avez fait ça, » dit-il lentement. « Toutes ces années, rediriger des chasses, déposer de faux rapports. J'aurais dû savoir que c'était vous. » Un autre chasseur a légèrement levé son fusil. « Vous avez une idée de ce que ces choses valent. » Je me suis avancé, me positionnant entre eux et la famille de Jack. Ce ne sont pas des choses. Ils ne sont pas hostiles. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. « Ce sont des animaux, McKenna, » dit le chef froidement. « Des animaux précieux. Il n'y a pas de saison pour eux, lui ai-je rétorqué. Pas de permis. Ce que vous faites, c'est un meurtre. » Jack a fait un son derrière moi, bas et résonnant. Pas une menace, mais autre chose. Une supplication, une déclaration d'existence. Le juvénile tremblait, serrant le bras de Sarah. Sarah elle-même luttait pour s'asseoir, ses yeux féroces malgré sa blessure. « Si vous en abattez un, dis-je, ma voix baissant, vous prouverez tout ce qu'ils ont toujours cru à notre sujet, que les humains sont les vrais monstres. » Pendant un long moment, personne n'a bougé. La forêt a retenu son souffle. 3 fusils, une mère blessée, un jeune effrayé et un père essayant de protéger sa famille. Et moi,
debout au milieu de tout ça, sachant que quoi qu'il arrive, ensuite changerait tout. Alors Jack a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait un pas en avant, pas menaçant, pas agressif. Il s'est contenté de se tenir droit, sa pleine hauteur et sa présence impossibles à ignorer. Il a fait le même son à nouveau, plus profond cette fois, plus résonnant. Et à ce moment-là, les chasseurs ont vu ce que j'avais vu toutes ces années auparavant. Pas un monstre, pas un mythe, pas un trophée, un père, un mari, un être avec des pensées et des sentiments et le droit d'exister. La mâchoire du chef s'est serrée, son doigt s'est approché de la gâchette, puis s'en est éloigné. Il a regardé de Jack à Sarah au juvénile, puis de nouveau vers moi. Quelque chose dans son expression a changé. Le doute peut-être, ou la légère ombre d'une conscience qui s'éveille. C'est de la folie, a murmuré un autre chasseur. Nous avons fait tout ce chemin. Oubliez ça, dit finalement le chef, sa voix rauque. Ils s'enfoncent de toute façon. Nous ne les retrouverons jamais dans ce brouillard. Il a baissé son fusil. Vous jouez un jeu dangereux, McKenna. Ils se sont retournés et sont repartis dans le brouillard, leurs pas s'estompant progressivement jusqu'à ce que la forêt les engloutisse complètement. J'ai attendu jusqu'à ce que je ne puisse plus les entendre avant que mes jambes ne cèdent presque. Je me suis appuyé contre un tronc de cèdre, tout mon corps tremblant d'adrénaline et de soulagement. La tête de Jack s'est inclinée, pas en signe de défaite mais de gratitude. Sarah respirait plus facilement. La crise immédiate était passée. Le juvénile a poussé un soupir tremblant et a touché le bras de son père, cherchant une réassurance. Mais je savais que ce n'était pas fini. J'ai regardé Jack et je lui ai dit ce qu'il comprenait déjà. Ils reviendront. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, vous devez aller plus loin dans les montagnes, là où les gens ne vont pas. Jack a regardé vers les sommets enneigés, visibles à travers les trouées dans les arbres, des endroits où même les gardes forestiers patrouillaient rarement, des endroits où il pourrait enfin être en sécurité. Il a compris. Au cours des jours suivants, Sarah s'est rétablie suffisamment pour bouger. Je suis allé les voir 2 fois de plus, apportant des provisions fraîches, regardant Sarah retrouver lentement ses forces. Quand ils ont été prêts, la famille est venue à notre lieu de rendez-vous une dernière fois. Jack a posé sa main sur le tronc de cèdre, le geste que nous partagions depuis des années. Puis, il a posé sa main sur sa propre poitrine. Maison souvenir. Ensuite, il s'est penché et a posé sa main sur mon cœur. Merci. Au revoir. Un passage de confiance. Ils se sont retournés et ont marché ensemble dans la brume, 3 silhouettes se déplaçant à l'unisson, s'estompant jusqu'à devenir une partie de la forêt. Je suis resté là longtemps après qu'ils aient disparu, les larmes coulant, sachant que je ne les reverrai jamais, mais reconnaissant au-delà des mots, j'ai pris ma retraite en 2016, 30 ans après cette première rencontre. Parfois, lorsque des randonneurs signalent des sons étranges ou des empreintes de pas impossibles, je souris, car quelque part au-delà de la fin des routes, une famille marche toujours sous les cèdres. Par les jours clairs, je fais la randonnée jusqu'à cet affleurement de granit. J'y laisse toujours des pommes. Elles sont toujours parties le matin. Peut-être que Jack s'en souvient encore. Peut-être qu'il raconte à ses petits-enfants l'humain qui leur apportait de la nourriture et ne demandait rien d'autre que d'être cru. Certains secrets ne sont pas faits pour être résolus. Certaines promesses sont tenues en silence, honorées avec respect et protection. J'ai passé 40 ans à garder leurs secrets, mais j'avais besoin de raconter cette histoire une fois pour m'assurer que quelqu'un sache qu'ils sont réels, qu'ils sont intelligents, qu'ils méritent d'être protégés et qu'ils sont toujours là-bas, toujours en train de survivre, espérant toujours qu'un jour, l'humanité pourrait prouver qu'elle est digne de partager ce monde avec eux.